Bonsoir, merci de choisir Médian TV pour vous informer. Tout de suite, place à l'invité de la rédaction. La COP15 se poursuit à Abidjan. Lors de l'ouverture des travaux de ce sommet, le roi Mohamed VI a appelé à la mise en place d'une véritable alliance africaine contre la désertification. L'initiative d'Abidjan a été aussi dévoilée. Que prévoit-elle? Nous allons revenir sur tout cela avec notre invité Mohamed Eshkoundi, enseignant-chercheur spécialiste de la gouvernance et développement en Afrique à l'université Mohamed V de Rabat. Mohamed Eshkoundi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Alors, le combat contre l'avancée de la désertification concerne particulièrement le continent africain qui abrite le plus grand désert du monde. Le roi Mohamed VI appelle dans son discours à constituer une véritable alliance africaine. Qu'est-ce que cela vous évoque? Oui, tout à fait, parce que la désertification est un phénomène qui concerne au premier chef les pays africains. Et Sa Majesté le Roi avait raison de le rappeler, c'est-à-dire l'importance de ce défi et aussi son caractère, on va dire, gravissime, parce qu'il menace un peu d'abord on va dire le processus de développement des pays africains et il rajoute aux vulnérabilités des pays. Donc le roi appelle à la création d'une alliance. Par alliance, il faut entendre, c'est-à-dire une possibilité pour les pays africains de gérer collectivement ce problème commun, parce qu'il y a ce que l'on appelle les biens communs. Il s'agit d'un problème commun. C'est un problème mondial, mais il a une dimension, il requiert une dimension particulière quand il s'agit de l'Afrique. Donc l'idée, peut-être, c'est de mettre en place cette alliance, c'est-à-dire un mécanisme de coordination. Et quand on parle d'alliance, on parle d'une certaine réciprocité, d'un engagement de la part des pays qui adhèrent à l'alliance. Un engagement pour que, par la suite, que l'alliance puisse un peu concrétiser, parce que nous avons beaucoup fait de promesses aux pays africains, mais il faut dire aussi que malgré les efforts consentis, certaines promesses restent à l'état latent, c'est-à-dire ils n'ont pas été traduites en fonctionnement réel. Et donc l'idée pour les pays africains et pour Sa Majesté, en appelant à la mise en place de cette alliance, c'est de faire en sorte qu'il y ait une organisation, que les pays africains d'abord s'engagent davantage, s'engagent avec leur volontarisme politique, s'engagent avec aussi leurs ressources financières, leurs ressources propres, parce qu'il faut que l'Afrique aussi s'autonomise ou autonomise ce genre d'initiative et aussi Justement, un engagement par rapport aux ressources humaines. Donc c'est important, donc mettre en place une espèce d'intelligence collective pour relever collectivement ce défi africain. Justement, Mohamed Eshkoundi, un tel chantier suggère des financements, un appui technique et même technologique, en plus d'autres ressources. Comment les mobiliser alors que l'Afrique a déjà du mal avec les autres défis du développement durable? C'est vrai que la problématique de financement est réelle et se pose avec acuité, alors que, c'est-à-dire l'urgence liée à la désertification, challenge davantage les pays africains, parce qu'il faut trouver des solutions les plus rapidement possibles. Donc peut-être quand il s'agit de problèmes de financement, de cette alliance, c'est de lever des financements au niveau africain, c'est-à-dire faire en sorte que les pays africains honorent leur engagement dans un premier temps, dans un deuxième temps aussi faire de l'ingénierie financière, faire de l'innovation financière pour essayer de trouver des ressources financières propres au financement de ce genre d'initiative dont l'Afrique a extraordinairement besoin. L'autre élément aussi, c'est quand on parle d'alliance, quand on parle d'une organisation collective dotée d'un modèle logique, c'est-à-dire par rapport aux objectifs à atteindre et avec des échéances un peu claires et ainsi de suite, et avec l'impact des études sur l'impact avec des mécanismes de suivi et évaluation. L'idée aussi, c'est de faire en sorte que l'Afrique parle à l'unisson quand il s'agit de discuter ou de négocier avec les autres pays ou avec les puissances les enjeux climatiques et le financement de la problématique de l'adaptation au changement climatique en Afrique. Donc oui, pour trouver des problèmes, des solutions aux problèmes de financement, il y a ce que je viens de dire, c'est-à-dire améliorer cette gouvernance d'un dispositif africain d'adaptation avec le changement climatique, d'innovation
africaine pour qu'on ne continue pas toujours à considérer le changement climatique comme un problème, mais essayer aussi de tirer profit de cette crise peut-être pour faire émerger de nouveaux modèles de développement basés sur la soutenabilité, la sécurité et l'alliance entre les trois dimensions. Et dans un troisième temps, peut-être quand l'Afrique arrive à faire montre de sa capacité à s'auto-organiser pour relever collectivement, c'est-à-dire ces problèmes liés au changement climatique, c'est-à-dire l'Afrique, il peut parler à l'unisson, négocier à l'unisson, donc faire de plaidoyer pour qu'on soit plus sérieux quand il s'agit de financer les enjeux de l'adaptation au changement climatique en Afrique jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons fait des promesses, comme je le disais tout à l'heure. Il y a une partie de ces promesses donc, qui a été financée, bien sûr, mais le gros, un peu, n'a pas été financé. C'est-à-dire les problèmes de financement continuent à se poser avec un peu acuité. Donc l'idée, c'est de faire de plaidoyer pour dire nous aurons l'occasion de revenir sur ces promesses qui n'ont pas été tenues par les bailleurs de fonds. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais l'autre question, c'est aujourd'hui savoir comment réussir cette coordination entre les États pour mener à bien ce chantier dont parle le roi Mohamed VI. Écoutez, il faut dire que Sa Majesté le Roi, dans son discours d'hier, il a été très clair parce qu'il y a beaucoup d'initiatives quand même d'adaptation au changement climatique, de lutte contre la désertification, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence entre cette panoplie d'initiatives. Et quand la cohérence fait défaut, c'est l'efficacité qui en souffre en quelque sorte. Donc l'idée, c'est d'investir dans ce modèle logique, c'est de faire en sorte qu'il y ait un mode organisationnel qui articule toutes ces initiatives, comme le roi l'a souligné hier, parce qu'il y avait avant cette initiative d'Abidjan de la Côte d'Ivoire qui est très importante, qui est noble et ainsi de suite, parce qu'il vient fixer le cap, il vient doter, c'est-à-dire ce mindset un peu lié à l'adaptation au changement climatique d'un modèle fonctionnel. Il y avait déjà des initiatives par rapport lors du sommet de Marrakech, la COP 22. Il y avait la création de 3 commissions, ça c'est important. Les commissions par rapport à tout ce qui est à la région de Sahel, une commission par rapport au lac de Tchad et une commission par rapport aux pays insulaires. Donc il y avait déjà ce cadre et après, à côté de la création de ces commissions, qu'il faut comprendre comme des dispositifs institutionnels, et il y avait de l'autre côté, il y avait des initiatives. Il y avait l'initiative triple A, c'est-à-dire adaptation au changement climatique, c'est-à-dire adaptation africaine à tout ce qui est changement climatique. Et il y avait l'initiative aussi triple S, c'est-à-dire tout ce qui est soutenabilité, stabilité et sécurité. Voilà, justement. Donc, il y avait déjà ces panoplies d'initiatives. Donc, l'idée, pour répondre directement à votre question, c'est de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre ces initiatives déjà existantes, qui sont déjà opérationnelles, parce que quand on parle de l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique, triple A, il y a déjà un dispositif, c'est-à-dire tout ce qui est recherche et développement, il y a des dispositifs de formation des jeunes pour qu'ils puissent investir dans des projets, il y a des dispositifs d'adaptation, de rationnement et d'économie, préservation de tout ce qui est aux ressources hydraulique, donc faire en sorte qu'il y ait une mise en cohérence. Donc quand on essaye maintenant de mettre ensemble l'alliance proposée par Sa Majesté le Roi et les initiatives existantes, et c'est-à-dire l'outcome de ce sommet qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire, l'idée peut-être c'est de faire en sorte que tout ça participe à un modèle logique qui est unique, qui va articuler aussi, nous avons oublié de le dire, qui va articuler l'échelon, c'est-à-dire régional, parce que l'initiative, il faudrait qu'elle émane de l'Afrique. Il faut dans un premier temps que l'on trouve des moyens de financement africains et par la suite aussi faire pression sur la communauté internationale pour qu'ils puissent honorer ses engagements et accompagner cette initiative. Donc articuler l'espace d'abord régional et ensuite international, parce qu'il faut interpeller la communauté internationale pour qu'elle mette encore plus de fonds afin que l'on puisse relever ces défis climatiques qui ne concernent pas l'Afrique. Certes, l'Afrique est concernée au premier chef, mais leurs répercussions peuvent être pas seulement régionales, continentales, mais internationales. Et donc, faire de plaidoyer. Donc, l'articulation entre l'ensemble de ces échelons est importante, sans oublier aussi qu'il y a l'échelon national. Donc, Sa Majesté le Roi avait bien raison de le rappeler, parce que dans un premier temps, donc, il y a le régional
qui dont émane l'initiative, il y a l'international qui vient appuyer techniquement, financièrement l'initiative, il y a le national. Le national comme espace bien évidemment de déclinisant, parce qu'on ne peut pas dire que l'on va mettre en place un cadre régional pour trouver des solutions et des moyens de financement aux solutions par rapport à tout ce qui est changement climatique et que le national ne suive pas. Le national, et c'est un espace de déclinisant, et le national aussi, c'est un espace d'expérimentation. Parce qu'il y a des pays africains qui ont mis en place des initiatives par rapport à l'adaptation au changement climatique. Ces initiatives, elles ont peut-être réussi, donc l'objectif étant de les mutualiser. Donc faire en sorte qu'il y ait de la cohérence entre trois échelons, c'est-à-dire le régional, l'international et le national, pour qu'il n'y ait pas de discordance. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque fois que nous parlons de discordance, nous parlons des loupés, nous parlons d'une inefficacité de l'action et on ne voit pas venir les résultats. Parce que, aussi, ça a été rappelé dans le discours de Sa Majesté, derrière tout ce qui est problème climatique, derrière tout ce qui est déforestation, il y a tout un processus vicieux qui alimente un ensemble, un magma, on va dire, de vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité climatique va renforcer la vulnérabilité agricole. La vulnérabilité agricole va influer, va avoir un impact négatif, bien évidemment, sur tout ce qui est vulnérabilité sociale. Et ça finira par générer, bien évidemment, des problèmes d'instabilité. Nous aurons l'occasion d'aborder tous ces points, Mohamed et Chkoundi, mais nous allons rester sur cette COP15. Toujours lors de l'ouverture de ce sommet, l'initiative d'Abidjan a été dévoilée. Que prévoit cette nouvelle initiative ? Donc l'initiative d'Abidjan, son objectif principal, c'est d'abord, il y a d'abord le constat, peut-être si on peut revenir, sinon c'est connu de tout le monde, mais c'est un constat quand même alarmant. Le constat alarmant, il est relatif au fait que l'Afrique perd annuellement 4 millions d'hectares de terres arables en quelque sorte. Donc c'est énorme. Alors que quand on voit les défis démographiques des pays africains, l'évolution démographique de l'Afrique, c'est-à-dire nous avons besoin de mettre en valeur 6 millions d'hectares de terres arables annuellement. Si on veut que l'Afrique soit au rendez-vous, c'est-à-dire de 2050, où la population africaine avoisinerait les 2,3 milliards. Donc, l'initiative d'Abidjan, peut-être l'objectif principal de cette initiative, c'est de faire en sorte qu'il y ait un financement, c'est-à-dire un financement conséquent et important, qu'il y ait un engagement de la communauté internationale. On voit que, c'est-à-dire les organismes de l'ONU sont là, les pays africains sont là. Donc, il y a, c'est-à-dire un ensemble d'acteurs qui partagent le diagnostic et donc maintenant aller au-delà du diagnostic, c'est-à-dire chercher la mise en cohérence. Peut-être cette initiative prévoit de fixer le cadre logique, donc créer cette espèce de mise en cohérence pour que les échelons n'opèrent pas d'une manière disparate, mais qu'ils opèrent d'une manière harmonieuse. Ça, c'est un. Deuxième élément, peut-être de prévoir des moyens de financement. Donc, l'initiative, il y a des moyens de financement, il y a des promesses. Donc, savoir maintenant, il faut s'interroger sur comment ces promesses vont être opérationnalisées. Donc, on va dire que cette initiative vient fixer le cap africain par rapport à tout ce qui est projet de développement durable, tout ce qui est projet d'adaptation de l'agriculture au changement climatique et tout ce qui est projet de lutte contre la désertification. Donc peut-être par la suite, on va parler de l'engagement des pays africains, peut-être pour la création de cette alliance et pour opérationnaliser davantage cette initiative, faire en sorte que les pays africains s'engagent davantage, que l'on puisse mettre en place un calendrier fixe, un calendrier avec des chiffres, avec des indicateurs qu'il va falloir atteindre, et de l'autre côté, voir comment la communauté internationale, comment les pays, les bailleurs de fonds vont concrétiser leurs promesses, étant donné qu'ils vont se trouver devant un cadre logique, devant des activités prévues sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, comment ils peuvent financer ça annuellement ou tous les 5 ans? Mohamed Chkoundi, autre question qui a été abordée lors de cette COP15, c'est bien la Grande Muraille Verte, un projet pharaonique qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terre d'ici 2030 sur une bande de 8000 km allant du Sénégal à Djibouti. Apparemment, les bailleurs de fonds n'ont pas encore tenu leurs promesses. Où en est-on réellement avec ce projet ? Écoutez, c'est un projet qui est très ambitieux, qui a plus de 14 ans. C'est un projet qui fait un peu
qui s'étale ou qui s'étend sur plus de 7500 km, on va dire de l'ouest à l'est de l'Afrique, donc toute la bande sahélienne. L'objectif, c'est la restauration de tout ce qui est arbre, de tout ce qui est forêt, donc ça c'est important. L'objectif fixé au projet, c'était un peu la restauration de plus de 100 millions d'hectares de terres arables. On en est à seulement 4 millions. Donc ça veut dire que le projet, malgré toutes ses promesses, malgré toute son utilité, parce que l'Afrique en a grandement besoin, mais le projet, c'est-à-dire bute sur un ensemble d'obstacles. Au premier ordre desquels on peut citer l'obstacle financier. Il y a toujours cette problématique financière c'est-à-dire qui pose énormément de difficultés aux pays africains. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en termes de promesses financières, maintenant, grâce à l'Alliance, grâce à certaines initiatives africaines, aller davantage challenger les bailleurs de fonds, à davantage challenger les puissances pour qu'ils puissent vraiment honorer leurs promesses. C'est-à-dire quand on s'engage, voir un peu des mécanismes de versement. Le deuxième problème est parce qu'il n'y a pas que l'obstacle financier sur lequel bute un peu cette initiative, il y a des obstacles liés peut-être à la non-compréhension de la manière dont s'articulent les différents éléments de fragilité. Parce que peut-être dans les zones où il faut mener certains projets, ce sont des zones de conflit, et quand on parle de conflit, c'est-à-dire on se heurte à l'urgence et donc ça empêche la concrétisation des ambitions. Il y a bien d'autres problèmes liés à tout ce qui est mouvement djihadiste et ainsi de suite. Donc l'initiative bloquée pas par rapport à sa logique, parce que sa logique est bonne, il y a de la bonne volonté, mais par rapport à son cadre opérationnel. Peut-être qu'il manque de cadre opérationnel, aussi bien d'un point de vue financier que d'un point de vue un peu compréhension de ce que Sa Majesté le Roi hier a appelé ce multiplicateur de vulnérabilité. Parce qu'une vulnérabilité, on appelle une autre. Donc, pour que l'on puisse mettre en place ce genre de projet, les rendre opérationnels, on doit venir avec un mindset où est présente cette compréhension de la manière dont les vulnérabilités s'entretiennent. C'est-à-dire, on vient avec un ensemble de projets, pas seulement des projets qui se rapportent ou qui portent sur l'adaptation au changement climatique, elles sont importantes, certes, mais aussi des projets qui viennent répondre à d'autres facettes de vulnérabilité, à l'instar de la vulnérabilité sociale. Mohamed Chkoundi, avant la COP15 contre la désertification, il y avait d'autres réunions, d'autres sommets consacrés à ce phénomène. Ces rencontres, jusqu'à présent, n'ont pas eu les résultats escomptés. Le président de la Commission de l'Union africaine n'a-t-il pas raison lorsqu'il laisse entendre qu'il y a eu assez de blabla et qu'il fallait aujourd'hui passer à l'action? C'est vrai, il faut changer, c'est pas ça, il faut changer d'état d'esprit. C'est pour ça que je dis que l'Afrique, d'abord, il faut qu'elle compte sur elle-même, parce que nous sommes dans un contexte aussi de grande incertitude radicale. Nous sommes dans un contexte où les paradigmes sont en train d'être réinventés, l'aide publique au développement et ainsi de suite. Donc il ne faut pas que l'Afrique reste, et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs, elle est entreprenante en termes d'initiative. Il ne faut pas que l'Afrique reste dans l'expectative, dans l'attentisme. C'est-à-dire il faut qu'elle soit agissante et après un peu porter cette cause. C'est une cause noble, c'est une cause qui est mondiale, c'est une cause qui est universaliste, qui est celle du développement durable, qui est celle de la durabilité. Parce qu'on parle un peu de l'avenir de l'humanité. C'est une menace existentielle quand on parle de changement climatique. Donc, quand est-ce qu'on va considérer enfin le changement climatique comme un problème durable, comme on en parle des biens durables, c'est-à-dire la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire le changement climatique, la lutte contre tout ce qui est désertification devrait être considérée comme un bien public mondial. C'est-à-dire comme une préoccupation publique mondiale qui interpelle tout le monde, c'est-à-dire qui fait en sorte que les pays occidentaux, que les bailleurs de fonds mettent l'argent à la poche et financent ce genre de projet plutôt que d'attendre un peu l'avènement des catastrophes. Parce que quand on parle de changement climatique, il y a des inondations, il y a la multiplication des catastrophes naturelles et in fine, on finit par se retrouver dans une situation de récurrence des urgences. Et donc on ne sort pas de l'urgence, alors qu'en Afrique, il est temps d'essayer d'abord, et ça c'est bon, il y a une prise de conscience générale quant à l'importance d'associer urgence et réhabilitation et développement. C'est-à-dire connecter les deux,
faire de l'urgence une opportunité pour assurer le développement. Donc, pour revenir à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que l'on sorte un peu de cette récurrence d'urgence. Et donc, ça nécessite un engagement réel. Et peut-être derrière cette proposition de création d'une alliance, c'est de dire que la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la désertification devrait absolument être considérée comme une préoccupation publique mondiale. Et qui dit préoccupation publique mondiale dit mobilisation des financements au niveau international pour être en mesure de financer ce genre d'initiative. Donc, sinon, oui. Et nous allons revenir sur le discours lu au nom du roi Mohamed VI à Abidjan lors de l'ouverture de cette COP15. Une phrase a le plus attiré mon attention, c'est la phrase suivante: une terre perdue à la vie est une terre gagnée à l'insécurité. Une phrase qui a tout son sens, surtout dans ce contexte où les groupes armés surfent sur certaines vulnérabilités pour semer la terreur dans les pays aujourd'hui affectés par l'avancée du désert. Bien évidemment, c'est-à-dire ça résume tout en quelque sorte, parce que si on accepte de faire l'effort et de considérer le développement durable et la préoccupation relative à tout ce qui est désertification comme un bien public mondial, donc on va tous gagner. Il va y avoir de plus en plus de restauration de la forêt, et ça c'est important. En d'autres termes, oui. En d'autres termes aussi, le roi Mohamed VI laisse entendre qu'aujourd'hui, stopper l'avancée du désert, c'est aussi stopper la menace terroriste. Bien sûr, parce que là où il y a des problèmes de développement durable, il y a des problèmes d'avancée de désert, il y a aussi l'avancée de tout ce qui est groupe djihadiste. Parce que là où il y a des problèmes liés à l'insécurité, on va dire climatique, il va y avoir des problèmes liés à tout ce qui est risques environnementaux. Quand on parle des risques environnementaux, c'est-à-dire plus de fragilité. La fragilité d'abord, elle est économique, c'est-à-dire elle est liée à la subsistance des individus. Après, cette fragilité économique devient sociale, bien évidemment, et la fragilité sociale et économique, quand elle se couple, quand elles se mettent ensemble, devient le terreau fertile de tout ce qui est mouvement djihadiste. Parce que les mouvements djihadistes, bien évidemment, tirent profit de tout ce qui est vulnérabilité, de tout ce qui est pauvreté. Donc, si l'on veut agir contre la pauvreté, agir contre le terrorisme, il faut chasser sur les terrains qu'ils sont en train d'investir, et donc en restaurant. Donc, plus on restaure, plus on arrive à lutter, plus on arrive à faire repousser cette avancée de désert et repousser en même temps l'avancée des mouvements djihadistes. En tout cas, nous l'avons vu au Maroc, les technologies sont bien là pour trouver une solution au problème de la désertification, au problème de productivité agricole. Ces solutions sont souvent apportées par des start-up. Au Maroc, je pense notamment à Sowit qui démocratise l'agriculture de précision. N'est-il pas temps aussi aujourd'hui d'accorder plus de crédit à ces solutions proposées par les start-up africaines ? Je crois qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui éclorent ici et là, surtout au Maroc. Il y a des initiatives par rapport à l'adaptation au changement climatique, on venait de dire. Il y a des start-up qui se créent dans ce domaine. Donc il faut peut-être, il y a des politiques publiques aussi d'adaptation au changement climatique. Ça a été souligné par le souverain hier. Le Maroc a mis en place un plan relatif à la forêt, un plan par rapport à la restauration de la forêt 2020-2040. Il en est de même pour la gestion des ressources hydriques. Oui, mais quand on parle de changement climatique, adaptation, ça signifie beaucoup plus d'innovation. Innovation, ça signifie aussi beaucoup plus d'incitation. Donc, d'autant plus que le continent est jeune. Et les jeunes, ils sont très familiers, ils sont très à l'aise avec tout ce qui est, c'est-à-dire réseaux sociaux, avec tout ce qui est numérique, avec tout ce qui est création d'applications. Donc peut-être il est question maintenant de les inciter davantage en créant des incubateurs via des incitations financières, via des dispositifs de formation, des dispositifs d'accompagnement. Et donc on voit au Maroc, au Rwanda, au Kenya et dans d'autres pays au Sénégal qu'il y a de plus en plus d'initiatives. Donc il faut les appuyer davantage et créer un esprit d'émulation. Parce qu'on ne peut pas lutter contre le changement climatique seulement via des politiques publiques qui sont certes intéressantes, mais il faut aussi que le secteur privé s'implique. Il faut aussi faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs qui opèrent dans ce secteur. En faisant ainsi, on réussira à faire de cette crise une opportunité pour une nouvelle économie, c'est-à-dire une économie de la durabilité, une économie soutenable, une économie qui est basée sur l'innovation verte, aussi bien au niveau de financement et au niveau de la manière de trouver des solutions. Donc oui, il faut aller dans ce sens, il faut continuer à aller dans ce sens, encourager davantage ce genre d'initiative.
Ahmed Eshkoundi, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur, spécialiste de la gouvernance et développement en Afrique à l'université Mohamed V de Rabat. Merci. Voilà, c'était tout pour l'invité de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur Média TV et Média TV Afrique.